Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous pour une nouvelle édition sur Monaco Info. L'actualité du jour, c'est l'assouplissement des mesures sanitaires. Le couvre-feu ne sera plus en vigueur à compter de demain. Les résidents monégasques des Alpes-Maritimes et de la province d'Imperia n'auront plus besoin de justificatifs pour se rendre au restaurant. En revanche, les autres clients devront fournir un pass sanitaire, un test PCR négatif ou un certificat de rétablissement. À noter également l'élargissement de la vaccination à toutes les personnes du secteur public et ce, dès lundi. Concernant les établissements de nuit, le gouvernement princier va engager une concertation pour une possible réouverture. Dans le reste de l'actualité, été rime souvent avec plaisance. À la veille de la fête de la mer, nous recevrons Bernard d'Alessandri. Le secrétaire général du Yacht Club de Monaco évoquera cet événement ainsi que la saison estivale. Ces aménagements avaient connu un large succès l'an dernier. L'esplanade Stefano Casiraghi accueillera une nouvelle fois un espace de restauration cet été. Reportage dans ce journal. Elle est la petite fille du commandant Cousteau et a hérité de sa fibre écologique. Céline Cousteau sera notre deuxième invitée ce soir pour nous parler de l'urgence environnementale. Et puis nous vous mettrons l'eau à la bouche en fin de JT. Le chef triplement étoilé Morocco Lagreco proposait hier soir un live cooking. Nous y avons assisté. Mais avant cela, rejoignons Alexandra Pani pour un premier point sur l'actualité. Bonsoir Alexandra. On débute avec les chiffres clés de l'année 2020. Bonsoir Émilie, 2020 restera une année marquante pour cette nouvelle édition de Monaco en chiffres. L'Institut monégasque de la statistique et des études économiques a choisi d'ajouter une section spécialement dédiée à la Covid-19 qui traite de la dimension sanitaire de la crise. Cet outil permettra d'approfondir les conséquences de la crise sur l'économie en principauté. L'ouvrage est à télécharger gratuitement sur le site imc.mc ou au prix de 12 € en format papier. On connaît la date de la 5e édition du Monte Carlo Gala for Planetary Health. Oui, Émilie, le gala se déroulera le jeudi 23 septembre et l'édition s'annonce exceptionnelle. Ce sera son 5e anniversaire, mais également les 15 ans de la fondation Prince Albert II de Monaco. Et pour l'occasion, la soirée se déroulera dans le cadre prestigieux du Palais Princier. Comme à son habitude, l'événement soutiendra les projets de la fondation du Prince Souverain, mais également les actions de la fondation Princesse Charlène. Protection des océans toujours avec cette réunion sur la montée du niveau de la mer coprésidée par la principauté à l'ONU. C'est aux côtés de son homologue des Tonga que l'ambassadeur de Monaco auprès des Nations Unies, Isabelle Picot, a coprésidé la 21e réunion du processus consultatif sur les océans et le droit de la mer. Une réunion qui s'est déroulée en virtuel sous la thématique de l'élévation du niveau de la mer et ses incidences. Et puis le Palais Princier a communiqué ce matin sur l'état de santé de la princesse Charlène. Effectivement, Émilie, plusieurs interventions compliquées retiennent depuis quelques semaines la princesse Charlène loin de la principauté après avoir contracté une grave infection otorhinolaryngologique. La dernière opération en date remonte à hier. Ces interventions sont dues à des complications après une première opération en mai dernier. Dans le communiqué, elle exprime la difficulté d'être loin de son époux et de ses enfants, notamment à l'approche de leur anniversaire de mariage. Le prince Albert II avait amené récemment ses enfants rendre visite à leur mère et ils retourneront la voir prochainement. Pour l'heure, l'équipe médicale lui a demandé de ne pas voyager car d'autres opérations sont prévues. Merci Alexandra. Il prône l'art de vivre la mer depuis plus de 60 ans. Le Yacht Club de Monaco prépare sa saison estivale. Il organise la fête de la mer demain. Le coup d'envoi d'un calendrier bien rempli après une année particulière. Le secrétaire général du Yacht Club de Monaco est avec nous ce soir pour évoquer les différents rendez-vous, mais aussi le développement de ce club qui compte aujourd'hui 2500 membres. Bonsoir Bernard d'Alessandri. Bonsoir. Monaco célèbre demain la fête de la mer. Sous quel format va se dérouler cet événement cette année ? Cette année, c'est encore un format très particulier puisqu'on est toujours sous mesures sanitaires, vous le savez. Et ça va se résumer simplement à une parade en mer et pas de rassemblement à terre. Voilà, on le regrette et ça sera donc un peu mieux que l'année dernière. Mais pas encore le format que l'on connaît, que l'on aimait bien, et qui était le grand rassemblement de toutes les personnes qui aiment la mer, qui s'intéressent à la mer. Alors les beaux jours sont là, comment se présente la saison estivale ? Est-ce que le Grand Prix de Formule 1 a déjà pu donner une tendance ?
Oui, clairement. Je pense qu'on a eu la chance d'avoir pas que le Grand Prix de Formule 1, on a eu 3 Grands Prix cette année. Si encore une fois il n'y avait pas eu de mesures sanitaires, nous aurions pu recevoir beaucoup plus de monde. Il y avait de la demande et je crois que le Grand Prix garde tout à fait et toujours autant d'intérêt. Ouais, c'est un signe encourageant pour l'activité. Oui. Les ports sont pleins. D'une manière générale, le yachting a très bien traversé la crise. Ça a été un lieu de refuge. Les familles se sont retrouvées sur le bateau. Je pense que le yachting a été, pendant toute la crise, il a été un refuge pour beaucoup de monde. Et j'ai l'impression que ça le continue. Alors, le nouveau bâtiment du Yacht Club a été inauguré en 2014. Il est devenu un lieu de vie incontournable. Est-ce que vous êtes fier de ce succès, de cette réussite, Bernard d'Alessandri ? Oui, on est très fiers de ce nouveau bâtiment. Et effectivement, il a permis au Yacht Club de se développer, de répondre aux attentes. C'est devenu un bâtiment emblématique, iconique de la Principauté. Et puis on remplit la double mission, celle de s'occuper de nos membres et d'avoir des activités pour nos membres. Et puis aussi de servir la promotion de la Principauté dans le domaine du yachting, comme le font les autres clubs de la Principauté d'ailleurs. Et la protection de l'environnement marin reste aussi au cœur de vos préoccupations ? Effectivement, je crois qu'on ne peut plus vivre sans tenir compte de notre impact sur les océans, sur la planète en général, mais tout ce que l'on fait a forcément un impact et il faut essayer de réduire cette empreinte le plus possible et agir. Alors, il n'est pas question d'arrêter toute activité nautique ou toutes nos activités, bien sûr, mais peut-être en les modifiant si tout le monde intègre cette démarche et si on aura certainement des résultats probants d'ici peu de temps. Oui, vous organisez dans quelques jours le Monaco Energy Boat Challenge. C'est un événement qui s'est inscrit au fil des années au calendrier du Yacht Club. Au début, c'était un tout petit peu anecdotique et c'était seulement avec des bateaux solaires. Maintenant, on a plusieurs types de bateaux. Il y a des bateaux solaires, il y a des bateaux électriques. Et puis, de plus en plus, on voit arriver des bateaux à hydrogène. Et on est très heureux de recevoir 32 différentes universités ou écoles d'ingénieurs cette année qui viennent de 18 pays différents. Mais ça a cette vocation-là, c'est de mettre en contact à la fois les jeunes ingénieurs qui vont rentrer dans ce métier, pour les mettre en contact avec l'industrie du yachting. Je rappelle que Monaco a toujours été une terre d'innovation et que le Yacht Club est une plateforme de communication où on n'est pas des spécialistes, mais on donne avec beaucoup de plaisir la parole à différents spécialistes qui défendent toutes les initiatives et toutes les innovations dans le domaine du yachting. Oui, on a l'impression aussi que la connotation durable a pris une place importante dans le monde du yachting. Est-ce que c'est vrai ? Je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, alors quelquefois, ça ne se voit pas de prime abord, mais déjà beaucoup de comportements sur les bateaux, sur les yachts ont changé depuis de nombreuses années, et de plus en plus. Et c'est souvent sur l'initiative et à la demande des jeunes générations d'ailleurs. Eh bien, merci infiniment Bernard d'Alessandri d'avoir été avec nous ce soir et bonne fête de la mer. Mais merci, c'est moi qui vous remercie. Je vous souhaite une bonne soirée. Et rendons-nous à présent de l'autre côté du Yacht Club de Monaco, au niveau de l'esplanade Stefano Casiraghi. Comme l'an dernier, ce secteur va vivre au rythme de la saison estivale. On pourra y retrouver un restaurant, une partie du solarium sera également exploitée. Sandrine Nègre et Alexandra Marangoni se sont rendues sur place. Il vient tout juste d'être inauguré en cette fin de semaine, ce nouvel espace restauration, tout comme ses équipements de plage pour vos bains de soleil sur les marches du solarium. Chaises longues, matelas, coussins, chiliennes comme on les appelle, vous attendent. Des douches sont aussi à votre disposition. C'est la seconde saison consécutive où la direction de l'aménagement urbain aménage ce lieu, à savoir donc l'esplanade de Stefano Casiraghi et le solarium qui est attenant. On a fait appel donc à vraiment l'ensemble de nos savoir-faire, à savoir les jardins, l'assainissement, l'énergie, les concessions, notre bureau d'études interne et la voirie. Une vue imprenable au bord de la Méditerranée, baignée par le soleil en journée et la lune en soirée. L'espace a déjà attiré de nombreux amateurs 24 heures à peine après son ouverture. Ouverture qui se fait le matin pour le petit déjeuner. On voudrait ouvrir 7 jours sur 7. Parce que c'est saisonnier, on a démarré hier, premier jour, jusqu'à la fin octobre. Et peut-être, on verra si le temps le permet et les acceptations du gouvernement, pousser un petit peu, mais guère plus. On va travailler pas mal de produits de la mer,
les carpaccio, des ceviche, la partie cuisine des petites planchas de poisson. Voilà, on va rester dans ce tour-là. La partie jus de fruits, la partie que des fruits bio, que des fruits frais. La fermeture se fait après le service du dîner en soirée. L'été commence à peine, mais sachez que d'autres étapes sont déjà prévues pour la fin d'année. La direction de l'aménagement urbain s'est penchée sur un projet de plus grande envergure au niveau du solarium pour rendre toujours plus attractive cette zone et améliorer le cadre de vie destiné au public. Nous parlions tout à l'heure avec notre invité Bernard d'Alessandri de la protection du milieu marin et plus globalement de l'environnement. Un enjeu planétaire dont tout le monde a conscience et pourtant, les derniers rapports restent alarmants. Hier, Céline Cousteau, petite fille du commandant Cousteau, tenait une conférence au musée océanographique. Un rendez-vous qui avait pour thème l'urgence environnementale. Elle est avec nous ce soir. Bonsoir Céline Cousteau. Bonsoir. Tout d'abord, qu'est-ce que cela représente pour vous de revenir à Monaco? C'est un pays que vous avez bien connu avec votre grand-père. Ça représente quelque part mon enfance. Je venais ici pour voir mes grands-parents, donc mon grand-père bien sûr, et puis ma grand-mère. Et oui, ça représente des moments comme ça de famille, des moments de passage aussi. Quelque part les vacances, parce que j'étais petite encore à l'époque. Alors vous intervenez à Monaco alors que le GIEC alerte sur les impacts du dérèglement climatique. Vous le dites vous-même, il y a une véritable urgence environnementale. Je pense que oui, et bon, on le voit avec tous les reportages, les scientifiques le disent depuis un bout de temps. Moi, ce qui me concerne, c'est qu'on n'écoute pas. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt à agir? Ça fait des décennies qu'on le dit, qu'il y a urgence. C'est un glaciologue qui m'a dit un jour, il m'a dit le problème avec l'urgence et la réaction de l'homme par rapport au changement climatique, c'est que c'est trop tard. Donc il faut agir en amont, il faut agir maintenant. Mais on a l'impression que parfois ce cri d'alarme, ce message environnemental est peu entendu ou que les choses mettent du temps à se mettre en place. Je pense que souvent l'individuel se renferme un petit peu face au désastre qui arrive, face à l'urgence. Mais il faut plutôt se décoincer et aller au-delà de la paralysie et se dire que l'enjeu, c'est nous, c'est notre survie. Ce n'est pas juste les animaux, ce n'est pas juste les plantes, c'est la survie humaine. Et à ce moment-là, si on pense aux générations futures, je pense que c'est comme ça qu'on va agir. Voilà, cela passe forcément par la sensibilisation, la transmission, comme vous avez été le témoin, vous, avec votre grand-père. Oui, je pense que la sensibilisation est nécessaire à travers les images, les documentaires, les histoires. Mais il faut rapprocher les gens de la nature et de leur dire, en fait, on est complètement liés à ce qui se passe avec la nature. Il ne faut pas que ce soit une histoire anxiogène, mais justement une histoire qui inspire. Ma famille l'a fait depuis des générations, mais il y a beaucoup de gens qui le font aujourd'hui. Et il y a surtout, sur le terrain, beaucoup de gens qui se battent pour la protection des peuples, pour la protection des espèces. Et je pense qu'il faut les célébrer et les montrer, les valoriser pour inspirer les gens à faire pareil. Oui, comme vous le faites à travers vos différentes missions, que cela soit en tant que cinéaste ou militante écologiste. C'est ce que j'essaye de faire. J'essaye de ramener justement ces histoires des combattants, les histoires des héros de tous les jours, que peut-être on ne voit pas parce qu'ils n'ont pas une plateforme télévision, parce qu'ils ne sont pas dans le grand public, mais eux-mêmes, ils sont dans le combat d'une façon quotidienne, qu'on les regarde ou non, parce qu'ils savent que leur œuvre est nécessaire et ils sont justement terre à terre sur le terrain. Et est-ce que la pandémie a été, selon vous, un déclic? J'espère. J'espère que cette pandémie a servi à quelque chose de positif. On a eu un temps de recul. On a pu voir qu'un virus a touché la planète entière. Donc c'est un exemple de comment on est liés. Notre interconnexion globale, on ne peut pas la nier à ce moment-là, vu qu'un virus nous a tous touchés et a complètement arrêté le mouvement planétaire. En même temps, j'espère que c'est une motivation pour les gens de se dire qu'est-ce qu'on peut faire de plus, quel est notre futur et est-ce que nos actions positives sont suffisantes et est-ce que tous nos mouvements, en tout cas je parle pour moi, que tous les mouvements que j'ai eus moi par avion pour des voyages de courte durée ne sont pas nécessaires. Donc quelque part, ça nous a tous permis de prendre du recul. J'espère pour après repartir en avant d'une façon plus positive. On parle beaucoup de messages d'alerte, d'urgence, mais il y a peu de messages positifs pour notre planète actuellement. Comment justement impliquer la population dans ce lourd combat? Je pense qu'il faut d'abord inspirer les gens. Il ne faut pas que ce soit juste des histoires négatives, c'est ce qu'on disait. C'est que si on inspire les gens et on leur donne une belle histoire et on leur montre
comment ils peuvent faire une action autour de chez eux ou ailleurs, je pense que là, ça donne envie de prendre une action. Et c'est surtout donner ce sentiment d'énergie et de pouvoir à chacun de se dire que tous les jours, on peut se réveiller et on a le choix à longueur de journée. Eh bien, merci Céline Cousteau d'avoir été avec nous ce soir. On rappelle le titre de votre livre, Le monde après mon grand-père, aux éditions Fayard. Merci infiniment. Merci à vous. Nous vous parlions dernièrement de la fête de la Saint-Jean célébrée sur le Rocher en présence du prince Albert II et de ses enfants. Hier soir avait lieu la suite des festivités dans le quartier des Moulins, Alexandra. Oui, mais sous un format réduit cette année. À 19h30, le cortège partait de la place des Moulins vers l'église Saint-Charles pour la traditionnelle cérémonie religieuse. Le cortège était composé de la musique municipale, d'autorités, des porte-drapeaux et de Petit Saint-Jean et son agneau emblématique. Compte tenu du contexte sanitaire, le feu traditionnel et les représentations folkloriques ont été annulés. Et un peu plus tôt dans la soirée, en cette même église, l'archevêque de Monaco a été distingué. À l'occasion de la Saint-Jean-Baptiste, Monseigneur David a été reçu en tant que chapelain Grand Croix conventuel ad honorem dans l'ordre souverain de Malte. Parenthèse artistique Alexandra, l'Urban Painting Around the World revient pour la 5e édition. La manifestation de street art se déroulera cette année sur l'esplanade des Pêcheurs du 6 au 8 juillet. 12 artistes sont prévus de 7 pays. La thématique sera la planète et ses couleurs. Cette année encore, les recettes nettes des ventes des œuvres d'art seront reversées à la Fondation Prince Albert II de Monaco pour soutenir le projet de préservation du phoque moine de Méditerranée. Et puis cette dernière information, les sapeurs-pompiers de Monaco recrutent. Oui, Émilie, les conditions sont assez simples. Il faut être célibataire, sans enfant, âgé d'au moins 19 ans et maximum 27 ans, être titulaire au minimum du BEPC et avoir servi dans l'armée française ou à minima avoir effectué la préparation militaire d'au moins une semaine. Et dernier point, être titulaire des permis voiture et poids lourd. Si vous remplissez ces critères, il faudra envoyer un CV et une lettre de motivation manuscrite avant le 30 juillet. Les présélections auront lieu durant l'été, les tests d'aptitude se dérouleront début septembre. Merci Alexandra, on vous retrouve tout à l'heure pour les prévisions météo. Hier soir, le chef triplement étoilé Mauro Colagreco proposait un live cooking dans le restaurant Nouvelle Génération Como Monaco. Un menu élaboré autour des saveurs estivales pour le plus grand plaisir des clients qui ont pu partager un moment privilégié avec le chef, de quoi vous mettre l'eau à la bouche. Le reportage de Charlotte Moreno. Les tomates, il faut bien un par un. Des plats hauts en couleur et en saveur élaborés au regard de tous. Voici quelques idées du menu d'hier soir. Un homard bleu accompagné de pêche blanche et gel d'osmanthus, décoré d'un carpaccio de tomates. Un Saint-Pierre avec des courgettes trompettes, girolles et une marinière crémée à la verveine. Mauro Colagreco propose toujours une cuisine parfumée, de fraîcheur avec des fusions délicates et se réjouit de la partager avec la clientèle monégasque. Chaque fois que je viens, c'est un vrai plaisir. On a des habitués qui viennent justement pour ces dates spéciales et c'est que du bonheur, donc c'est bien de pouvoir partager avec eux, être près d'eux. Depuis l'activité irrégulière qu'impose la crise sanitaire, le monde de la restauration doit aller chercher les clients. C'est en organisant ce genre d'événements qu'on attire une clientèle complémentaire et aujourd'hui on en a besoin pour maintenir une activité régulière. Des clients privilégiés, à la fois spectateurs et dégustateurs, qui ont pu échanger directement avec le chef. Le moment le plus important, c'est quand même de rencontrer le cuisinier dont tout le monde parle. It was an amazing kitchen. The dishes was the piece of art, and I was very, very happy to be here. Côté restaurant, une équipe formée par Mauro Colagreco exécute tous les jours ses recettes. Prochainement, de nouveaux chefs s'inviteront chez Como Monaco chaque semaine pour faire 2 plats en live cooking. Et ça donne envie. On retrouve Alexandra Pani pour les prévisions météo. Quel temps fera-t-il demain, Alexandra ? Un ciel clair de prévu, Émilie, pour la journée de samedi. Des températures encore agréables pour la saison avec 19 degrés d'annoncés pour la matinée et 26 pour l'après-midi. Pour ceux qui souhaiteraient se baigner, l'eau sera à 22 degrés. En ce 25 juin, nous fêterons les Anthelmes. Temps clément donc pour la fête de la mer. Merci Alexandra. Cette dernière information avant de nous quitter, le site internet de Monaco Info s'est refait une beauté. Vous pouvez toujours y retrouver tous nos reportages et émissions en replay, le meilleur de l'actu en principauté et bien évidemment le direct TV accessible partout,
tout le temps. Une seule adresse donc, le www.monacoinfo.com. Ce journal touche à sa fin. Je vous en rappelle le principal titre, l'assouplissement des mesures sanitaires en principauté avec notamment la levée du couvre-feu à compter de demain. Plus de détails sur nos réseaux sociaux. Rendez-vous demain pour une nouvelle édition dans laquelle nous recevrons notamment le vice-président de l'AS Monaco qui nous dévoilera les ambitions du club pour la saison prochaine. Très belle soirée à tous sur Monaco Info.